Le surréalisme au féminin, épisode 2, Léonore Fini. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce deuxième épisode, on va parler de la surréaliste, ou pas surréaliste, Léonore Fini. Ces tableaux se vendent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions pour certains. Il y a plusieurs films qui lui ont été consacrés et elle est passée sous l'objectif de nombreux photographes célèbres. Pourtant, quand on parle de surréalisme, on a plus tendance à citer André Breton, René Magritte, Salvador Dali, Frida Kahlo aussi, mais pas Léonore Fini. Pourquoi ? Parce que c'est une femme, premièrement, mais aussi parce que Léonore Fini a cette caractéristique d'avoir créé énormément d'œuvres qu'on peut raccrocher au courant surréaliste. Par contre, elle ne s'est jamais considérée comme surréaliste elle-même. C'est donc totalement contre sa volonté que tous les critiques d'art actuels, et moi-même en vous faisant cette vidéo, désolée Léonore, qu'on la rattache à ce mouvement qu'elle a pourtant évité. Sans doute parce qu'elle exprime mieux que personne la position des femmes dans le surréalisme. Creusons un peu. Léonore Fini est née à Buenos Aires en Argentine en 1908. Certains disent 1907, peu importe. Elle naît donc d'un papa argentin et d'une maman italienne. Après une poignée de mois à être en vie, c'est fini pour la famille Fini. Ses parents se disputent fortement. Sa maman l'emporte avec elle et rejoint sa ville natale, Trieste, qui ne fait à l'époque pas encore partie de l'Italie, mais bien de l'Empire austro-hongrois. Elle y passe donc son enfance entre les tentatives de kidnapping désespérées et répétées de son père et une très forte éducation culturelle. Sa famille maternelle appartient à un milieu bourgeois très cultivé. La bibliothèque familiale est donc une vraie mine d'or. En plus, à cette époque-là, la ville de Trieste est au carrefour des influences viennoises et italiennes. Léonore Fini baigne donc dans une culture cosmopolite et fréquente les cercles littéraires et intellectuels d'avant-garde. Incapable de se plier aux règles du système scolaire, elle se fait systématiquement renvoyer de toutes ses écoles et préfère ainsi se cultiver par soi-même. On dit d'ailleurs d'elle que c'est une artiste autodidacte. À l'âge de 15 ans, donc encore seulement adolescente, elle commence à peindre ses premières peintures. À seulement 17 ans, elle veut déjà se perfectionner. Elle va donc s'installer à Milan où elle s'exerce, elle expose déjà ses œuvres une première fois, elle crée énormément et pas seulement de la peinture. Par exemple, voici une mosaïque créée durant ces années milanaises. Elle s'inspire, rencontre et se lie d'amitié avec de nombreux artistes italiens, notamment liés au réalisme magique. Elle reçoit des commandes de portraits et elle devient bien vite le centre d'un groupe d'artistes et d'écrivains italiens qui admirent son talent, sa beauté et son style de vie flamboyant. Quelques années plus tard, pour une histoire d'amour de passage, elle décide de rejoindre la ville de l'amour, Paris. Pour y aller, elle prend le train avec le peintre italien Filippo de Pisis, qui va la faire entrer en relation et introduire dans les salons littéraires et artistiques de nombreux artistes parisiens, et notamment des surréalistes. C'est ainsi que commence son expérience à Paris. En 1932, elle y tient sa première exposition personnelle parisienne. La pièce maîtresse est le tableau Le travesti à l'oiseau, qui représente son conjoint de l'époque. À Paris, elle fréquente énormément le groupe surréaliste et noue une grande amitié avec eux. Elle a juste du mal avec la figure charismatique et paternaliste d'André Breton. Elle lui tient tête et refuse sa façon d'être. Afin de garder sa liberté, elle refuse officiellement de rejoindre le groupe surréaliste. J'étais hostile à l'idée surréaliste, d'abord à cause du puritanisme de Breton, à cause aussi de la méconnaissance paradoxale de l'autonomie des femmes, caractéristique de ce mouvement qui prétendait libérer les hommes. Cela ne l'empêche pas de participer à de nombreuses expositions collectives, de se présenter avec beaucoup d'extravagance à toutes les festivités du mouvement, d'essayer l'écriture et le dessin automatique, et d'avoir un art et un comportement artistique très proches du mouvement surréaliste. Par exemple, à Paris, elle devient une légende dans le mouvement presque du jour au lendemain. Lorsqu'un des surréalistes voit une de ses peintures dans une galerie et cherche à savoir qui en est l'auteur, elle lui fixe un rendez-vous dans un petit café où elle vient habillée d'une robe rouge de prêtre. Avec ce geste de défi théâtral, elle se place à l'avant-garde des attaques surréalistes contre le clergé. J'aime l'aspect sacrilège qu'il y a dans le fait de s'habiller en prêtre et j'aime l'expérience que représente pour une femme le fait de porter les vêtements d'un homme qui n'a jamais connu le corps de la femme. Après la guerre, il est indéniable que Léonore Fini s'est fait sa place dans les milieux artistiques d'Europe comme d'ailleurs. Elle devient aussi une personnalité médiatique et marque par ses apparitions dans les grandes fêtes qu'organisent les surréalistes ou d'autres gens liés ou non au milieu culturel. Elle apparaît en félin, en grand hibou, en reine des enfers, en ange, donc complètement nue, une cape de plumes et des cuissardes blanches. Par exemple, en 1948, cela lui vaut de faire la couverture du magazine américain This Week, photographiée avec un masque de hibou. En 1951, elle est également invitée au bal du siècle à Venise. Donc c'est un bal costumé devenu mythique au XXe siècle. Acteurs et actrices, princes et princesses, écrivaines et écrivains, que du beau monde, et cela par milliers. Elle y figure costumée, comme toujours.
Se costumer, se travestir, c'est un acte de créativité. Et cela s'applique à soi-même qui devient d'autres personnages ou son propre personnage. Il s'agit de s'inventer, d'être muet, d'être apparemment aussi changeant et multiple qu'on peut se sentir à l'intérieur de soi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Léonore Fini habite à Monte Carlo. Elle continue de fréquenter de nombreux surréalistes et artistes d'autres mouvements. C'est à ce moment-là qu'elle commence à peindre de nombreux portraits qui constituent une part importante de son œuvre. Elle clôture la période de guerre en allant s'installer à Rome avec un nouvel homme, un diplomate italien qu'elle ne quittera jamais et avec lequel elle entretiendra une relation à trois avec un essayiste polonais jusqu'à la fin de sa vie. À cette période, elle élargit son œuvre à la création de décors et de costumes pour le théâtre, les spectacles de ballet et l'opéra. Artiste confirmée, Léonore Fini passe ses 50 années d'après-guerre à créer sans cesse. Et ça jusqu'à ses derniers jours. Elle ne présente pourtant pas beaucoup d'œuvres au public, mais elle se consacre à la peinture, à l'écriture, à l'illustration d'ouvrages de grands noms de la poésie comme Baudelaire par exemple, à la gravure, au vitrail, à la confection de décors de théâtre, etc. Fan incontestée de chats, elle s'entoure, elle et ses pinceaux, de dizaines de boules de poils. Modèle de ses peintures et inspirateur d'un livre qu'elle sortira pour parler de sa passion pour les félins, ces 17 chats l'accompagneront jusqu'à la fin de sa vie en 1996. Ses dernières volontés ? Ne vendez pas mon appartement tant que le dernier des 17 est encore en vie. Alors premièrement, on voit que dans les tableaux de Léonore Fini, on a généralement un univers onirique, donc qui se rapporte aux rêves. Un univers qui parfois est énigmatique, cérémoniel aussi, dans un climat très trouble. Parfois on atterrit dans une sorte de monde fantastique complètement déconcertant, avec des personnages aux yeux clos, un climat de fête comme fini, un climat de chaos, ou un climat de pièce de théâtre un peu inachevé. À chaque fois, on a cette ambiance assez étrange qui vient nous envahir quand on regarde les tableaux de Léonore Fini. Pour illustrer ça, on a l'exemple de composition avec des personnages sur une terrasse, donc qui est une de ses peintures les plus célèbres. Alors ici, on a un univers un petit peu irréel comme ça, comme si on sortait d'une scène de chaos, donc on a des vêtements qui traînent un petit peu partout, on ne sait pas d'où ils viennent, des personnages à moitié dévêtus, beaucoup de femmes, ça on le verra après, vraiment beaucoup de femmes. Le seul homme qui est là, il est un petit peu pâle, un petit peu insignifiant. Léonore Fini adore aussi jouer avec les catégories et notamment brouiller les pistes entre humains et animaux. Et c'est pour ça qu'elle va beaucoup explorer la figure du sphinx dans ses peintures, qu'elle mêle généralement à une femme. En général, la figure du sphinx représente le mélange entre la férocité du lion et l'intelligence, la prudence de l'humain. Donc les sphinx sont pour elle le lien entre l'humain, le monde civilisé et le manque de passion, etc. et le bestial. On a ici l'exemple de dithyrambe, donc c'est un ancien hymne grec chanté et dansé en l'honneur de Dionysos, donc le dieu du vin et de la fertilité, avec un décor de feu, donc il peut représenter la passion. Et nous avons 2 têtes de femmes, donc le sphinx s'est donc transformé en une figure désirable. En parlant des animaux, elle aime également mettre en scène d'autres animaux, et surtout les chats. Si on prend le premier thème qui est un univers onirique et qu'on le mêle aux animaux, on peut avoir une nature un petit peu inquiétante, une nature dérangeante, presque morbide dans certains tableaux. Elle va opposer la régénération végétale à la décomposition. C'est notamment le cas sur la peinture que je vous ai mise, donc Sphinx Regina. Aussi, comme plusieurs autres femmes surréalistes, Léonore Fini étend sa conception du féminin au monde naturel et aux phénomènes de la magie et de l'alchimie. Elle dit d'ailleurs « J'aime me sentir en état de métamorphose comme certaines plantes et animaux ». Tout comme elle aime jouer avec les catégories humaines et animales, elle aime jouer avec les genres, donc homme-femme. Alors Léonore Fini, dans la plupart de ses peintures, privilégie les figures féminines. Donc on a droit à des sorcières, des prêtresses, des femmes souveraines, fatales, belles, arrogantes, gouvernées par la passion, des femmes parfois presque maléfiques. Tandis que les hommes, soit ils sont un peu rendus insignifiants, donc comme on avait vu l'exemple d'avant, mais parfois elle décide de choisir plutôt des personnages androgynes pour représenter les hommes. Donc des personnages entre l'homme et la femme. Ici, dans Divinité chthonienne surveillant le sommeil d'un jeune homme, on a une atmosphère un peu de menace due aux couleurs. On a la sphinx, gardienne du cycle naturel, gardienne des passions, qui regarde l'homme, qui semble complètement livré à elle. Dans ce deuxième exemple, donc alcôve, on a une femme guerrière, donc qui a un plastron qui est puissante et autonome. La seule trace d'homme dans ce tableau sont les petits vêtements qu'on trouve à terre, mais ils ne sont pas présents dans le tableau. Érotisme, cruauté et sadisme. Léonore Fini, c'est la seule femme à utiliser l'univers sadien, donc qui nous vient du Marquis de Sade, on en avait déjà parlé. Elle détourne celui-ci pour rendre
rendre leur pouvoir sexuel, donc que le marquis de Sade exploitait, aux femmes. Elle fait donc des femmes des êtres actifs, des êtres presque bestiaux qui savent manier le fouet. L'homme, là, devient ridicule ou complètement insignifiant. Alors le fait que Léonore Fini soit la seule femme à avoir entrepris de créer un nouveau langage qui s'adresse directement à l'expérience sexuelle de la femme montre qu'elle n'a pas complètement adhéré au surréalisme, car cette tentative n'aurait pas été possible au sein même du surréalisme. Elle parodie souvent l'obsession que les surréalistes ont pour le corps féminin, donc elle remplace les nus allégoriques de la peinture du XVIe par exemple par l'image du corps nu de jeunes androgynes qui dorment sous l'œil vigilant d'une divinité féminine, comme on a pu le voir avant. Alors pour finir, Léonore Fini a fait énormément d'autoportraits, même dans les peintures qu'on a vues avant, généralement des femmes lui ressemblaient. Ici on a un tableau assez synthétique qui s'appelle Le bout du monde. Alors on a Solitude de la femme artiste d'abord, qui lui ressemble très fort. Ensuite on a la dualité du marécage, avec la nature inquiétante, donc la décomposition et la régénération. Puis on voit son reflet, donc en même temps qui est sereine au-dessus, et puis son reflet dans l'eau qui est très bestial, comme le sphinx. Alors le fait de se représenter aussi dans ces tableaux, c'est affirmer son autorité et sa liberté. Et ça c'est une façon qui correspond aux idées surréalistes. Alors tout ça est-il surréaliste ? C'est vrai qu'elle a toujours dit qu'elle ne faisait pas partie du mouvement, mais les historiens de l'art analysant l'ensemble de son œuvre la rattachent incontestablement et intégralement au surréaliste. Léonore Fini dit elle-même que l'important c'est la perte de conscience, le naufrage heureux de soi. Grande artiste, me direz-vous. Drôle de personnage hybride, diront d'autres. Je vous laisse ainsi avec ce petit récit de Monsieur Lévy, donc marchand de tableaux à New York, qui a croisé la route de Léonore Fini en 1937. Il nous raconte sa première rencontre avec elle. Abonne-toi si ça t'a plu.